Nous sommes au beau milieu de la campagne lorraine, perdus au milieu des bois et des champs. C'est pourtant ici, sur ce plateau calcaire couvert de forêts, que se dressait il y a 2000 ans une magnifique cité gallo-romaine, peuplée de quelques 20 000 habitants. Partiellement abandonnée au 5e siècle, puis transformée en carrière, la ville est redécouverte au 18e siècle. Bienvenue à Grand, la gallo-romaine! Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César se lance à la conquête de la Gaule. Il doit alors faire face à une vaste coalition gauloise dirigée par le chef Arverne Vercingétorix. Malgré une volonté farouche, Vercingétorix est vaincu à Alésia en 52 et toute la Gaule devient romaine. Les Gaulois adoptent alors progressivement le mode de vie des Romains. Ils apprennent le latin, portent des toges et construisent aussi des monuments publics semblables à ce que l'on peut trouver à Rome. Partout en Gaule, on voit alors fleurir des forums, des thermes, des amphithéâtres, des villas, des aqueducs ou des arcs de triomphe. C'est ce que l'on appelle la romanisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Grand. Cette cité, née au 1er siècle après Jésus-Christ sur le territoire des Leucs, possédait d'imposants bâtiments publics et s'étendait sur plusieurs hectares. Allez, venez, on va tout vous montrer. L'amphithéâtre que nous découvrons juste ici était l'un des plus grands de l'Empire romain. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, il faisait 25 mètres de haut et était de 138 mètres de long et pouvait accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs. C'est d'ici, le regard rivé sur l'arène, que les Romains assistaient aux venationes, c'est-à-dire aux chasses, et aux munera, les célèbres combats de gladiateurs. Attention cependant aux idées reçues. Les combats de gladiateurs s'achevaient rarement par la mort d'un adversaire. D'ailleurs, leurs armes n'étaient même pas aiguisées. Les provocateurs, rhétières, thraces et autres sécutors étaient des combattants professionnels entraînés à grands frais par des maîtres lanistes dans les ludii gladiatori. Ils étaient là pour le spectacle et non pour mourir. Et quel spectacle! Tous les combats étaient mis en scène à grand renfort de décors que l'on entreposait avec les animaux dans ces 10 loges situées sur le grand axe de l'amphithéâtre. Et Grand réserve bien d'autres surprises. Cet édifice rectangulaire prolongé par une abside semi-circulaire est caractéristique d'une basilique romaine. C'est ici, noyé sous plus de 2 mètres de terre, que l'on a découvert la plus grande mosaïque de Gaule. Constituée de 2 millions de tesselles, sa superficie totale est de 232 mètres carrés. Le décor de cette mosaïque est dans un excellent état de conservation. Un tigre, une panthère, un ours et un sanglier rappellent sans doute les animaux chassés dans l'arène. On aperçoit ici un raceau d'acanthe, et là, une trame d'écailles, semblable à celle que l'on peut retrouver dans les thermes de Caracalla à Rome. Quant à ce panneau central, il représente probablement une pièce de théâtre, le fantôme de Ménandre. La taille et le caractère monumental de ces édifices interrogent. Pourquoi cette cité un peu à l'écart des grandes voies romaines a-t-elle connu un tel développement sous l'Empire romain? La réponse se trouve probablement sous terre. Le sous-sol de Grand est parcouru par une quinzaine de kilomètres de galeries qui alimentaient plusieurs dizaines de puits comme celui-ci. Certaines de ces galeries ont été creusées dans la roche, d'autres ont été maçonnées. Mais elles convergent toutes vers un même point. L'église! Des forages réalisés dans la nef et dans le chœur ont révélé qu'elle a été construite sur une importante source d'eau, ce qui fragilise l'ensemble de la structure. Et cette église, pourtant rénovée au XVIIe au XVIIIe siècle, s'effondre inexorablement sur elle-même. D'où la présence de ces puissants étayages. Mais ce n'est pas tout. Au cours des fouilles réalisées dans le périmètre immédiat de l'église, on a découvert des chapiteaux, des fûts de colonnes, une abondante statuaire et surtout des inscriptions laissant à penser qu'un temple consacré à Apollon était peut-être construit à proximité de cet emplacement. À cause de la présence de cette source d'eau et des traces d'un ensemble monumental consacré à Apollon, on a longtemps admis que Grand abritait le sanctuaire d'Apollon Granus, dont les textes antiques indiquent l'existence quelque part en Gaule. Mais voilà, les archéologues ont remis en cause cette hypothèse héritée du XIXe siècle. Et pour cause, on n'a toujours pas retrouvé l'emplacement du temple d'Apollon.
ni aucune inscription associant indiscutablement le nom d'Apollon à celui de Granos. On ne connaît même pas avec certitude le nom antique de Grand, que l'on associe à Andésina sans en avoir la preuve formelle. La vérité, c'est que Grand reste une ville très mystérieuse, dont on peine à comprendre l'existence et sans doute faudra-t-il encore plusieurs générations d'archéologues pour qu'elle nous livre enfin tous ses secrets. Et au fait, tu sais ce qui est arrivé à Vercingétorix ? Je crois que César l'a fait étrangler dans sa cellule. Ah !